Bienvenue dans cette vidéo et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui suivent mes vidéos et qui mettent des petits commentaires puisque ça fait toujours plaisir de savoir comment est-ce que mes vidéos vous impactent. Aujourd'hui, nous allons à nouveau aborder le concept de motivation puisque la motivation, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est un système avec des leviers et du pouvoir. Et on sait aujourd'hui, c'est issu de la PNL, que vous avez plusieurs leviers qui peuvent agir sur la motivation et on va en retenir 5 qui peuvent faire en sorte que vous ayez envie de faire quelque chose. En général, on est sensible à 2 leviers en particulier, ça va se hiérarchiser, mais vous en avez 5. Donc, j'ai pas mon tableau sous la main. Donc, je vais utiliser un cahier et donc, on va parler des 5... Alors, sur la vidéo précédente, on a parlé des 5 niveaux de changement, d'accord? Les 5 niveaux de changement, c'est encore autre chose qui est différent, mais il y a quand même des liens entre les deux, puisque vous avez des niveaux de changement, notamment qui sont liés à l'environnement, on en avait parlé sur la vidéo précédente. Donc là, c'est pas des niveaux de changement, c'est pas des niveaux de motivation, mais ce sont des leviers qui font que tu vas être plus ou moins motivé en fonction de ces fameux leviers. Et donc là, on va les passer en revue, les uns après les autres, et je vous donnerai des exemples comme d'habitude. Donc le premier levier, c'est le levier des gens. Donc je vais écrire avec un crayon papier, je sais pas si voilà, ça va bien se voir. Les gens, c'est les personnes, d'accord? Ça, c'est un levier qui va t'attirer pour faire les choses. Le deuxième levier, on pourrait l'appeler un levier de lieu, et c'est là où ça rejoint l'environnement. Vous voyez, l'environnement, mais au titre de mon environnement en termes de pays, ce qui m'entoure au niveau géographique, au niveau visuel géographique, une maison, un appartement, la campagne, la ville, Marrakech, Lisbonne, voilà, c'est vraiment le lieu, donc avec une notion de lieu. Ensuite, on a un autre élément, ce sont les données. Les données, c'est quoi? C'est les apprentissages. Apprentissage, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Donc souvent, c'est des informations, par exemple. Donc là, c'est un autre levier de motivation. Gens, lieux, données. Il y a un autre levier de motivation qui est assez important pour faire ou ne pas faire quelque chose, c'est le levier de l'activité. Est-ce que tu aimes cette activité ou pas? Et donc là, on est plus sur un levier d'action, d'accord? On est plus sur un levier d'action. Ah, j'espère que vous arrivez à me relire. Ma fille, elle dit que j'écris très mal. Elle s'applique beaucoup puisqu'elle commence à apprendre à l'écriture. Donc, les professeurs et les maîtresses, elles vont insister pour que les lettres soient bien faites, et après, quand on grandit, on écrit n'importe comment. D'ailleurs, est-ce que nos enfants, dans 20 ans, continueront à écrire? Je sais pas. Je pense qu'on écrit de moins en moins. Or, l'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour le bien-être. C'est extrêmement puissant. On va y revenir sur pas mal de vidéos. Et d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, d'écrire, écrivez un maximum. Vous voyez, quand vous écrivez comme ça sur un cahier, ça a beaucoup plus d'impact que quand vous lisez quelque chose ou quand vous le tapez sur un clavier d'ordinateur. Ça n'a rien à voir en termes de connexion neuronale, mais rien du tout. Donc on a le dernier levier, donc gens, lieux, données, activités. Et le dernier levier, c'est le levier des choses. Alors choses dans le sens objet. Voilà. Objet. Voici donc les 5 leviers. Gens, lieux, données, activités, choses. Voilà, sur le cahier, voilà, apprenez-le par cœur. Prenez un cahier, un stylo et écrivez-les pour comprendre ce qui fait que je vais faire ou ne pas faire quelque chose. Vous les avez là, c'est les 5. C'est les 5 qui font que j'y vais pas. Et donc maintenant, on va prendre des exemples. Donc à quoi ça sert? Ça sert déjà pour vous-même. Être capable d'analyser un petit peu ce qui vous attire ou ce qui ne vous attire pas, ce qui vous rejette. Et puis également au niveau de votre environnement, savoir ce qui attire ou pas les gens qui sont proches de vous et les gens sur lesquels vous voulez avoir une action de motivation. Donc une action de persuasion. Quand tu veux faire en sorte que quelqu'un de ton environnement à l'extérieur de toi fasse quelque chose, tu vas utiliser les leviers sur lesquels il est sensible. Si tu utilises des leviers sur lesquels il n'est pas du tout sensible, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que c'est très important de bien connaître et comprendre les leviers qui vont agir sur l'autre. Mais avant, il faut que tu saches aussi ce qui agit le plus sur toi, de façon à être capable de les mettre en œuvre dans ton entourage, dans ton environnement, pour que ça te fasse faire quelque chose. Parce que si c'est des leviers qui ne t'intéressent pas, tu t'en fous. Et donc ces leviers finalement, ce sont comme des catégories d'intérêt. Ce sont des catégories d'intérêt. Pour faire quelque chose, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que ce sont les personnes? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que ce sont les objets? Est-ce que ce sont les activités? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie de faire cette chose-là? Moi, par exemple, je suis très sensible aux activités. Qu'est-ce que tu vas faire? Et aux personnes. Avec qui tu vas le faire?
Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Après, les objets, le lieu, je m'en fous un petit peu. Quel que soit le lieu, quels que soient les objets que j'aurai autour de moi, du moment que j'ai les bonnes personnes avec lesquelles j'aime passer du temps et que l'activité est intéressante, eh bien, je vais avoir envie de le faire. L'envie, c'est ce qui va t'attirer et donc qui va te motiver. En troisième, chez moi, je dirais que c'est les notions d'apprentissage, les données que je vais pouvoir intégrer. Est-ce que je vais pouvoir apprendre des choses ou est-ce que je vais rien apprendre? Et donc maintenant, si on prend un sujet, n'importe lequel, par exemple, tu veux changer de travail. Tu as un travail et avec des personnes autour de toi, des collègues, dans un lieu précis, où tu fais des choses précises de l'activité, avec des objets autour de toi précisément, et avec des données, des apprentissages. Et très souvent, quand ça fait longtemps que tu fais la même activité, la même fonction dans la même entreprise, tu finis par te lasser parce que les données et l'apprentissage vont disparaître. Si en plus, les personnes autour de toi, tu les aimes pas trop, tu te prends un peu la tête avec tes collègues, il n'y a pas vraiment de lien d'affection ou d'atome crochu, tu vas plus avoir la personne. Tu te retrouves dans un lieu où finalement l'entreprise a déménagé, tu te retrouves loin de chez toi et le lieu ne te plaît pas parce que c'est pas moderne et c'est pas sympa, c'est pas agréable, eh bien à ce moment-là, tu n'auras plus cette variable non plus. Et petit à petit, c'est ce qui va te démotiver. Les personnes autour de toi te plaisent pas, le lieu t'aime pas, finalement l'activité, peut-être que tu continues à aimer faire ce métier-là parce que tu le fais depuis longtemps et c'est quelque chose que tu adores parce que ça a du sens et donc tu vas garder cet élément-là, l'activité, mais ça ne va pas suffire puisque les autres éléments n'y seront plus. Les données, tu n'apprends plus rien et puis les choses autour de toi, les objets par exemple que va te communiquer la direction du personnel, l'ordinateur ne fonctionne pas. Et donc à partir de là, tu vas plus être du tout motivé. Donc vous voyez que à partir de cet exemple du travail, tu vois tout de suite qu'est-ce qui fait que tu vas être motivé ou pas. Catégorie d'intérêt égale levier de motivation. Si autour de toi, dans l'entreprise, tu as plein de collègues sympas avec qui tu t'entends très bien, que tu adores ton activité parce que les tâches que tu as effectuées te passionnent et tu adores ça, tu le fais depuis toujours, que le lieu où tu travailles est très agréable, il y a des viennoiseries le matin quand tu arrives, les locaux sont très jolis, c'est très moderne, les objets qu'on te donne, l'ordinateur, la tablette, les outils qu'on va te donner pour te permettre d'être efficace dans ton travail sont de très bonne qualité. Et enfin, tu apprends énormément puisque tu as des formations régulièrement. Et puis, c'est un métier où tu es tout le temps obligé d'apprendre des choses nouvelles. Et à partir de là, tu vas avoir les 5 catégories qui vont être alimentées. Et c'est le meilleur moyen pour une entreprise d'être capable de couvrir toutes les catégories et donc tous les types de collaborateurs que cette entreprise va avoir dans la société. Et donc, la démarche maintenant, c'est déjà de travailler pour vous-même. Qu'est-ce qui, toi, te motive le plus? Quelle est la catégorie d'intérêt qui est la plus importante pour toi? Par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue que tu n'as pas vu depuis longtemps et la personne te dit « Ah tiens, salut Philippe !» Et puis tu le regardes, tu dis « Ah mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu !» Et là, qu'est-ce qui va te revenir en tête? Est-ce que c'est les personnes qui étaient autour de vous le jour où vous vous êtes rencontrés pour la dernière fois? Est-ce que c'est le lieu? Où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez à la piscine, au restaurant? Qu'est-ce qui va arriver la première fois dans ta tête? Est-ce que c'était les données? Est-ce que vous étiez en train d'apprendre des choses ensemble? Est-ce que vous étiez en train de faire une activité ensemble? Qu'est-ce qui va arriver le premier dans votre tête? C'est ça qui fait que vous allez savoir que vous allez être sensible beaucoup plus à cela. Donc c'est un travail que vous devez faire. Vous devez vous poser la question, tiens, finalement, moi aujourd'hui dans ce que je fais par exemple dans mon entreprise, qu'est-ce qui me motive le plus? Quelle est la catégorie d'intérêt qui m'attire le plus? Est-ce que ce sont mes collègues avec qui je m'entends? D'ailleurs, finalement, c'est ce qui se passe assez souvent quand on reste très longtemps dans un travail. On peut avoir l'activité qui nous plaît plus du tout, le lieu qui nous plaît pas, mais on a des personnes autour de nous, des collègues avec qui on a de l'attachement et on est très proche d'eux et on est très heureux de les avoir dans notre entourage et donc on va rester dans l'entreprise alors qu'il n'y a plus les autres éléments. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes où la partie relation, gens, va être très important. J'aurais pu mettre en catégorie d'intérêt les relations que tu crées avec un autre humain. C'est ça les gens, les personnes. Et donc parfois, tu vas avoir la personne et tu dis au bout de 3 ans, tu dis mais je comprends pas, on s'est parlé il y a 3 ans et tu me disais que ton travail il te plaisait plus, que tu aimais plus faire ça, l'activité, l'action que tu faisais ne te plaisait plus du tout, que l'entreprise avait déménagé, que du coup les locaux ils étaient un peu vétus, il n'y avait pas de lumière, c'était pas du tout agréable de travailler dans cet environnement et qu'en plus les outils qu'on te communiquait, ils étaient pas forcément de très bonne qualité, pas très modernes et tu étais un petit peu obligé toi-même de racheter des trucs à côté, un téléphone portable plus performant pour être plus efficace avec tes clients. Je comprends pas pourquoi tu es encore dans la société.
Ah, mais je suis encore à la société parce que j'ai des collègues avec qui je m'entends très bien. Ou alors je m'entends très bien avec le responsable de la comptabilité ou la responsable du marketing. Mais en tout cas, j'ai un centre d'intérêt, quelque chose qui fait que je continue à être motivé pour travailler dans la société. Le jour où la personne avec qui tu t'entends très bien quitte la société, c'est terminé, tu pars aussi. Et donc je vous disais qu'il était aussi important de savoir quel était le centre d'intérêt des autres interlocuteurs que vous allez pouvoir avoir si vous avez une intention de persuasion ou d'influence ou d'action de motivation envers cette personne. Par exemple, vous avez un adolescent. Votre adolescent, vous devez absolument connaître ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il est très sensible à la relation, les personnes, les gens? Est-ce qu'il est plus sensible à l'activité, l'action? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Aux données, l'apprentissage, est-ce qu'il va apprendre des choses? Le lieu où est-ce qu'on va faire ça? Et puis les objets, est-ce qu'il aime les beaux objets, les beaux vêtements, les beaux téléphones, les beaux ordinateurs? C'est super important parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir agir sur ces leviers puisque vous ne serez pas en mesure d'être capable d'intervenir sur ces centres d'intérêt. Si vous dites à votre gamin qui n'aime pas les gens et les relations avec les gens, vous lui dites « Viens, on va aller à une soirée la semaine prochaine, tu vas voir, tu vas rencontrer plein de gens sympas. » Il va vous regarder, il va dire « Mais moi, je m'en fous des gens sympas, voilà, les relations, je m'en cogne. » S'il est très sensible au lieu, à l'environnement, ce qui est autour de lui, vous allez lui dire hey, je vais t'inviter à un truc, tu vas voir, c'est juste dingue. On va aller dans un appartement au milieu de Paris. Le gars, il a un appartement de dingue. Et là, il va faire ah ok, tiens, ça m'intéresse. J'ai envie. Ou alors les activités. Tu vas voir, on va se faire un truc la semaine prochaine. Ça va être génial. On va faire ça. En termes d'action, activité, parce que c'est un centre d'intérêt qui est important pour lui. Ou bien les objets. Tu vas voir, je vais te partager un truc de fou, un objet qui est absolument incroyable, un nouvel outil qui va te permettre de faire des trucs dingues. Ah mais ça m'intéresse parce que voilà. Et c'est très important de comprendre ça parce que si tu dis à la personne de venir faire quelque chose avec toi, mais en basant ton argumentaire sur quelque chose qui ne la touche pas, ça fonctionnera pas. Bah tiens, on va partir en voyage au Japon. Et puis là, la personne, tu vas lui dire, bah écoute, tu vas voir, on va avoir une nouvelle culture, des gens complètement différents qui fonctionnent pas du tout. Mais je m'en fous. Moi, je m'en fous des gens, ça m'intéresse pas les gens. Non, alors attends, tu vas voir, on va voir un beau pays, un truc incroyable, on va visiter des lieux incroyables, des lieux fantastiques. Ah tiens, ça m'intéresse parce que moi j'ai. Ou alors tu vas voir, on va faire des activités de dingue, on va faire du surf, du machin, des trucs, on va aller visiter tel truc, tel machin, et puis on va découvrir des objets de folie. C'est ça la clé du truc. Et donc c'est important de bien comprendre vous. Quels sont vos centres d'intérêt et ce qui va vous attirer le plus. Et puis, dans votre environnement, essayez d'enquêter. Alors, comment on enquête sur son environnement? On pose des questions. La dernière fois que tu es parti en voyage, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ah bah j'ai adoré le surf, les activités le soir, le ping-pong. Ah mais j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés pendant ce voyage. C'était incroyable, j'ai gardé des numéros de téléphone, on va se revoir, c'était fou. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire oh, on a visité des lieux mais tellement magiques et féeriques. C'est des images qui sont gravées dans ma tête, c'est juste dingue. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire j'ai appris tellement de choses pendant ce voyage, la nouvelle culture, le truc, le machin, la cuisine. Et voilà, à partir de là, vous allez savoir, en fonction des réponses que vous allez avoir des gens, vous allez savoir ce qui les attire le plus et c'est sur ça que vous allez agir. Moi, si je veux attirer des personnes dans mes activités et dans ce que je voudrais qu'elles fassent avec moi, c'est des leviers que je vais utiliser. Je vais pas utiliser des leviers qui vont être inefficaces. Alors, il faut faire super attention parce que très souvent, on a l'impression que les autres sont comme nous. Donc, si on est très sensible, nous, à la relation aux personnes et à l'échange que vous allez avoir avec les gens, la découverte d'autres personnes, eh bien, si vous êtes très sensible à ça, faites bien attention au fait que à l'extérieur, les autres personnes ne seront pas forcément sensibles à ça. Si vous êtes très sensible aux apprentissages, apprendre des choses nouvelles, ça vous passionne et c'est incroyable, et vous pensez que tout le monde est dans cette démarche-là, eh bien, faites très attention parce que c'est pas le cas. On a en général 2 centres d'intérêt principaux, d'accord? Et ensuite, les autres centres d'intérêt sont secondaires. Évidemment, si vous dites à quelqu'un, écoute, on va tout faire, tu vas rencontrer des super personnes, les lieux sont incroyables, on va faire des activités de folie, on va ramener des objets, on va acheter des trucs de fou, et puis en plus, tu vas voir, c'est incroyable parce que finalement, tu vas apprendre plein de trucs pendant ce voyage. Eh ben oui, tu vas couvrir tous les centres d'intérêt. Mais il faut bien être concentré sur les 2 centres d'intérêt principaux parce que ce sont ceux-là qui vont tout dominer,
quitte à ce qu'il n'y ait pas les autres. La personne qui va avoir ces 2 centres d'intérêt principaux fera évidemment le deuil des 3 autres centres d'intérêt, puisque les 2 centres d'intérêt principaux sont alimentés, et donc ça se passera bien à partir de ce moment-là. Voilà pour cette vidéo assez rapide et assez concrète sur les centres d'intérêt et comment est-ce qu'on va les transformer en levier de motivation. À vous de bosser maintenant, faites l'analyse, dites-moi dans les commentaires, vous, le centre d'intérêt qui devient un gros élément un gros levier de motivation pour vous, pour voir un petit peu si moi je suis plutôt dans la norme. Moi je suis un petit peu varié en fait, parce que j'aime beaucoup les données, l'apprentissage, les personnes, les échanges avec les gens, les interactions avec les gens, j'aime bien aussi. Et puis je suis assez dans l'action, dans l'activité. Donc bon, après, on a quand même les autres leviers. Après les lieux, moi je m'en fous un petit peu, voilà, ça me touche pas vraiment. Et les objets, parfois oui, parfois non, ça dépend un petit peu des sujets. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu complexe, parce que parfois, on est en fonction des sujets, eh bien vous allez être plus ou moins sensible à un critère ou à un autre. Donc, faut vraiment relativiser. Je dis souvent que c'est pas noir ou blanc et que très souvent, on peut évoluer aussi au fil du temps, au fil de nos relations et on peut changer un peu de centre d'intérêt en fonction des différents apprentissages qu'on fait dans la vie. Donc, il faut pas rester figé. En général, il faut être un peu ouvert à tout, mais interrogez-vous quand même sur ce qui est le plus sensible pour vous. Parce qu'il y a de grandes chances que souvent, dans votre vie, si vous dites, je suis pas motivé, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'ai pas envie de le faire, il y a de grandes chances que ce soit pas les bons arguments qui sont utilisés pour essayer de vous motiver. Et oui, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où finalement rien ne vous intéresse. Et ça, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui est plus sensible chez les gens. Et dans le cadre de mon métier de chasseur de tête à l'époque, je peux vous dire que c'est des choses que j'utilisais énormément. J'enquêtais énormément sur le centre d'intérêt des gens. Et comme je faisais de la chasse de tête, il fallait que je sois capable de convaincre quelqu'un de quitter son poste, puisque je faisais de l'approche directe. Donc l'approche directe, ça veut dire que la personne est toujours en poste et que je vais lui proposer de quitter son poste et sa société pour aller dans une autre société. Et donc là, je peux vous dire qu'il faut être extrêmement convaincant. Pour être extrêmement convaincant dans ces cas-là, il faut évidemment jouer sur ces leviers de centre d'intérêt. Et le questionnement, c'est là où tu fais l'enquête. Mais si j'allais arriver à un candidat qui est pas du tout sensible aux objets et que je lui dis, vous savez, vous allez avoir une voiture de fonction, vous allez avoir un ordinateur, vous allez avoir un téléphone portable, une carte totale, vous allez pouvoir partir en voyage avec la carte totale. Le gars, il est pas du tout sensible aux objets, il s'en fout, il va me dire, mais je m'en fous, j'ai déjà ma voiture, l'essence, je me le paye avec mon salaire, et puis mon téléphone, j'ai un téléphone perso, c'est un iPhone, c'est le dernier cri, donc j'ai pas besoin. Et donc, à partir de là, terminé, je vais lui dire ça, il va pas être motivé. Si c'est une personne qui est au contraire extrêmement motivée par ça, lui, ça va l'interpeller. Il va dire, tiens, dans la société où je suis aujourd'hui, c'est ma propre voiture que je dois utiliser, j'ai pas de carte totale, le téléphone, c'est un téléphone tout pourri qui marche jamais, l'ordinateur, il marche pas. Et donc, à partir de là, évidemment qu'il va beaucoup mieux écouter ce que je vais lui dire. Si je dis à un autre candidat, alors attention, les locaux de l'entreprise, c'est super moderne, c'est incroyable. Il y a des petits espaces verts. Vous avez le petit déj le matin. Et à partir de là, s'il est très sensible à ça, boum, je vais avoir un argument très fort. Et en général, les chasseurs de tête, ils vont utiliser 2 éléments. Ils vont faire l'enquête avant auprès de la personne pour savoir sur quel sujet elle est vraiment sensible. Et les chasseurs de tête qui font bien leur boulot. Voilà, on sait aujourd'hui dans nos sociétés que des gens qui font bien leur boulot, ça se réduit. Ça se réduit de plus en plus. Mais en tout cas, un chasseur de tête qui fait bien son travail, son premier job, c'est de faire une enquête sur le centre d'intérêt et quels sont les leviers de motivation du candidat qui va approcher de façon à les utiliser. Parfois, il va avoir une société à vendre où il n'y a pas le centre d'intérêt qui concerne le candidat et à ce moment-là, il ne va pas le recruter. C'est ça aussi la déontologie et l'honnêteté. Il va dire, mais non, je vais pas proposer ce poste-là à ce monsieur-là, puisque dans l'entreprise, les relations entre les gens sont un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, et ça, c'est une personne qui est très affective, et à partir de ce moment-là, elle va être elle va pas être en phase avec ses valeurs, et elle ne pourra pas s'intégrer correctement à la société. Donc, vous voyez que c'est pas anodin. C'est pas anodin, ces leviers de motivation et de centre d'intérêt, parce que ça peut aboutir derrière à ce que tu sois pas bien dans ta société, à ce que tu chasses quelqu'un et approches quelqu'un qui de toute façon va peut-être te dire oui parce que tu auras été très fort en persuasion, mais qui derrière partira pendant la période d'essai, donc aucun intérêt. Et là, je vous ai parlé que de l'approche d'un chasseur de tête. Mais je peux vous parler de la relation père-fils, de la relation mère-fille, de la relation père-père, père-grand-père, dans le cadre de votre environnement professionnel. Voilà, vous pouvez, honnêtement, ces critères-là
fonctionne avec tout dans vos relations au quotidien. Merci à tous pour votre attention et puis à vous de bosser maintenant et de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez agir grâce, alors sur vous-même déjà, et puis sur les autres grâce aux différents centres d'intérêt. Mettre en place un environnement autour de soi qui respecte vos propres centres d'intérêt, c'est le meilleur moyen pour rester motivé à faire tout ce que vous devez faire dans votre vie. À bientôt.